Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour les interviews Timeline et je suis doublement ravi parce que je reçois Marc Tourneboeuf, auteur, comédien et certainement passionné d'histoire pour son excellente pièce, l'affaire Corneille-Molière. Alors certains auditeurs, des vieux auditeurs, savent que c'est un sujet qui m'est très cher. Bonjour Marc. Bonjour. Alors passionné d'histoire ? Ouais, ça, il y a plein de choses qui me fascinent, certains sujets plus que d'autres évidemment, mais l'histoire particulièrement. Notamment la langue française. Ouais, sur vos TikTok, Instagram, enfin je sais pas comment on doit. C'est vrai, j'en ai fait un petit peu mon gagne-pain. J'ai été biberonné à De Vos, Les Frères Ennemis, un petit peu plus tard De Groot, Les 2 minutes du peuple aussi. Ouais. Et j'ai été fasciné aussi par certains cours de français, notamment des poèmes qui sont attribués à Musset et George Sand, mais visiblement ce serait plutôt des écrits apocryphes. Et de voir tous les jours. La fameuse lettre peut-être. Ouais, exactement. Génial, hein. Où on lit un vers sur deux, où on lit les premiers mots, les premières lettres. Et à partir de là, ça m'est vraiment apparu comme de la magie. Spécifiquement Racine, d'ailleurs. Spécifiquement en lisant Racine. Alors moi qui suis plutôt fan de films d'action, un gros fan de Tom Cruise. Même c'est super, moi aussi. Ouais. Et ça n'empêche pas. Bah non, pour sûr. Et parallèlement à ça... plus rugby, moi. Ah. Et parallèlement à ça, vraiment, il y a tout un aspect magique, un peu ésotérique avec les mots qui m'est apparu, avoir des jeux subtils que certains ont réussi à faire, qui étaient tellement loin de l'aspect universitaire avec lequel j'ai fait ma première approche à l'école. Je suis tombé dedans vraiment à la fin du lycée et surtout au théâtre, en rencontrant Molière, le misanthrope, Victor Hugo, Ruy Blas. Là, les mots m'ont vraiment... transformé et puis tous ces humoristes aussi qui les utilisent si bien. C'est incroyable, moi je suis un vieux à côté de vous, mais alors vous qui me citez Ruy Blas, Molière, Hugo... Mais parce que ce sont... Non, mais... Tant mieux, c'est vachement bien. Ouais, mais en fait c'est parce qu'au théâtre ça reste des choses indémodables, donc que j'imagine qu'on est... En fait, ce qui est même drôle, c'est que quand je disais à mes grands-parents que je me passionnais pour Corneille, quand j'étais au cours Florent, ils me disaient « Ah, nous, ça nous saoule, on nous obligeait à apprendre des trucs qu'on ne comprenait pas. » Et pour moi, des textes qui étaient d'une poésie et vraiment d'une subtilité inégalée, pour eux, c'était juste un objet de révulsion parce qu'ils ne l'avaient pas abordé de la bonne manière, quand on leur avait inculqué au chausse-pied, alors que c'est quelque chose qu'on doit... Bon, alors évidemment, c'est peut-être pas accessible à tout le monde parce qu'il faut prendre le temps d'apprendre à aimer. Et c'est plus simple de regarder un Tom Cruise que d'apprécier un Corneille. Mais une fois qu'on rentre dedans... Ouais, je suis d'accord. Prendre le temps aujourd'hui, c'est pas évident. Bah non, non, mais c'est clair. Ça va très très vite. Ouais. Je précise évidemment Corneille, pas le chanteur. Non. Vous pourriez le faire, ça. On a failli. En fait, il y avait une blague dessus et puis trop anachronique. Et donc l'affaire Corneille-Molière. Ouais. Au début, c'était pas ce titre-là d'ailleurs, votre pièce. Non. Au début, c'était Envers et contre vous. Puis bon, il y a eu pas mal de changements et on a reciblé très simplement sur l'affaire Corneille-Molière. Simple, épuré, on sait de quoi on parle. Comment vous est venue cette idée ? Parce que vous savez que c'est à la limite de déclencher la Troisième Guerre mondiale, ça. Bah, pas pour tout le monde. Non, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ne savent. Ouais, il y en a énormément qui s'en foutent. Mais c'est vrai qu'il y a quelques mois, on a vu Franck Ferrand et Huster se prendre le bec là. Mais justement, c'était en écoutant une émission de Franck Ferrand, L'ombre d'un doute. Oui. Que c'est j'ai... un de ses chevaux de bataille. Ouais, clairement. Alors pour lui, ça ne fait aucun doute. Oui. C'est pas l'ombre d'un doute, c'est le doute est total. Et c'était lors de la période Covid que j'étais tombé sur ce podcast. Je l'ai écouté, ça m'a fasciné. Lui, comme en plus il y va vraiment pas avec le dos de la cuillère, je me suis dit, mon Dieu, c'est incroyable. Moi qui étais un fan inconditionnel de Molière, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Le Père Noël n'existe pas pour la deuxième fois. Et puis je suis allé lire le site qui est tenu par les brillants profs de la Sorbonne. Génial. La réponse, en fait. La réponse. Et là, c'est une argumentation sans faille avec tous les papiers d'époque, etc. Je me dis, ah oui, d'accord. Donc, en fait, il y a effectivement aucun doute. Molière a bien écrit. Sauf que il y a également le site qui est tenu par les Cornéliens. Et la réponse à la réponse. La réponse à la réponse. Et tu te dis, merde, tout se contredit à nouveau. Et plus tu creuses, moins tu trouves. Fascinant. Et là, je me disais que j'avais pas forcément envie d'en faire un exposé sur scène. Je savais que j'avais envie de le traiter au théâtre, mais pas d'en faire un exposé. Ouais. Sinon, il suffit d'écouter Franck Ferrand, il suffit d'écouter d'autres émissions, et voilà. Il y en a une autre avec Stéphane Bern, je crois. J'avais envie de voir des personnes mener l'enquête et se perdre autant, et
que le public puisse ressentir ce que j'avais pu moi-même éprouver quand je voyais toutes ces un peu ce ping-pong, quoi, chaque argument qui se répondait. Et surtout, je voulais apporter une autre réponse, une réponse possible, qui est ce que dit la pièce, qui finalement non, on va pas le donner. Mais j'ai été fasciné de voir que c'est étayé par des preuves qui sont réelles, jusqu'à des trucs que je suis allé découvrir dans des archives sur Galaxia, bref. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas si bête en fait. Moi qui ai pas mal travaillé sur le sujet, j'ai fait une émission, j'avais interviewé Franck à l'époque, Franck Ferrand ouais. à l'époque et tout. Je connaissais pas l'histoire du tableau, par exemple. Ah ouais. Je connaissais pas ce tableau. De Jean-Léon Gérôme. Ouais. Ça, c'est assez incroyable. Alors, on va revenir. Donc, c'est une vraie enquête. Là, déjà, ça m'a étonné parce que je me suis dit, tiens, une enquête au théâtre, il y en a quand même pas beaucoup. L'affiche, déjà, on sent que vous aimez le cinéma d'action, parce que ouais. une affiche de cinéma, hein, c'est pas une affiche de théâtre classique. Donc ça, c'est chouette. Je vous laisse faire le pitch. Oui, clairement. Alors, on est en 1968. Ouais. Éventuellement, après, on pourra développer sur pourquoi 1968. Question, mais ouais. On est en 1968. Il y a 3 compères, 3 bons amis qui sont en dernière année de lettres à la Sorbonne. Et il y en a un qui va fatalement redoubler parce qu'il s'intéresse pas forcément à spécifiquement ces études qu'il est en train de mener, mais il a d'autres lubies. C'est un fan inconditionnel de généalogie. Et si éventuellement il remportait le concours d'éloquence de cette année, ça pourrait un peu sauver son dossier et lui permettre de réaliser un peu ses rêves. On a une époque où les diplômes sont très importants. Du coup, ces 2 compères décident de s'inscrire au concours d'éloquentia. Le concours d'éloquence qui a pour thème la vérité cette année-là, et il décide de mener l'enquête sur Corneille Molière, étant donné qu'un de leurs profs, Henri Marais, leur a parlé du fait que Corneille aurait peut-être écrit les pièces de Molière. Ils se disent, bon bah, on va faire le lien avec la vérité, on va élucider cette affaire pour de bon, et plus ils se mettent à creuser, moins ils trouvent, jusqu'au moment où ils en viennent à se demander et si le doute avait été induit volontairement, et là ils mettent le doigt dans un engrenage qui finalement les emmène beaucoup plus loin que ce qu'ils auraient imaginé trouver de prime abord. Effectivement, alors il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de décors, en fait c'est un jeu de lumière. Ouais, c'est très épuré. C'est très épuré, c'est bien fait. Il y a une musique géniale qui est en direct, jouée avec des instruments des années 60 en fait. Ouais, extraordinaire. Les 2 musiciens sont vraiment formidables, on a eu une chance inouïe de tomber dessus. Et ils font... alors, tous les soirs, ça respecte un petit peu une ligne directrice, hein, mais tous les soirs, c'est quand même une nouvelle, de nouveaux thèmes musicaux, en tout cas de légers changements à chaque fois, et c'est un bonheur pour nous. Ils suivent nos énergies, et, ils accompagnent toujours en trouvant des nouvelles subtilités, c'est merveilleux, quoi. C'est quoi, c'est un thérémine alors, non, c'est une boîte à son, je crois que ça s'appelle, tout simplement, et tu peux brancher plein d'instruments dessus, ce que tu veux en fait. C'est dingue ce truc. Ouais, c'est excellent. Alors pourquoi 1968 ? Alors déjà 1968, c'est une année où on voit beaucoup de changements, hein, d'événements, des valeurs enracinées qui vont un peu s'effondrer. Donc le parallèle, je le trouvais assez intéressant entre l'ancien monde et le monde post-68 avec ce moment de rupture. Et puis également, il y a en 68 un livre qui sort qui est ou 69, 100 ans de recherche sur Molière, 100 ans de recherche sur la vie de Molière, et où toutes les informations que les 3 étudiants vont chercher en fait se trouvent dans ce bouquin. Et j'avais pas envie qu'ils aient juste à ouvrir un livre, j'avais envie qu'ils aillent... bon, ça, personne ne l'aurait su, hein, évidemment que ce livre existait, mais pour moi, je voulais qu'ils évoluent dans un monde où, effectivement... toutes les réponses n'étaient pas en un seul endroit. D'accord. Et également, je voulais que certaines personnes soient encore vivantes, comme Aline, la femme de Pierre-Louis. Pierre-Louis, grand poète du début du XXe siècle. Donc, 1968 semblait être l'année qui correspondait bien, avec ses remises en question, des valeurs traditionnelles bien ancrées, et l'enquête possible, avec les personnages encore... vieillissant mais encore vivant, et toutes les réponses. Pierre-Louis qui est le premier en fait à lancer cette histoire d'affaires. Alors avec, en tout cas avec tout le background de l'auteur en question. Ouais, exactement. Un petit peu fatigué, on va dire. Ouais. Alors Pierre-Louis, c'est en fait on pourrait faire un livre sur Pierre-Louis lui-même. Ouais. Il y avait un film qui était sorti il y a quelques années dessus. C'était pas La Délicatesse. Bref, Pierre-Louis, c'est un personnage très haut en couleur.
érotomane, cocaïnomane, qui buvait, je crois que c'était quelque chose comme, je vais dire des bêtises, mais plusieurs litres de champagne et de vin par jour, du Mariani spécifiquement. Et donc, lui-même était complètement barré, il restait des heures et des heures entières à lire, à comparer, à faire des comparaisons grammaticales. Vraiment un obsédé, et c'est le plus grand connaisseur du théâtre du XVIIe siècle. Ça, c'est pas remis en question. Et effectivement, c'est lui qui met ça en lumière. Mais Molière était déjà devenu un bloc inaccessible, indestructible. Ouais, c'est ça. La langue de Molière, voilà. La langue de Shakespeare, la langue de Goethe. Mais exactement. Évidemment. Et lui, il a beaucoup souffert d'ailleurs. Ah, lui, bien sûr. Lui, ça a détruit sa vie. Oui. Lui, il n'a pas réussi à passer à autre chose, etc. Il s'est concentré là-dessus. Il voulait prouver à tout le monde qu'il avait raison. Mais bon, effectivement, ça lui a pesé et ça lui a coûté cher. C'est quoi ces preuves? Si vous pouvez un peu effleurer un peu le sujet. En fait, tous les arguments, à chaque fois, amènent un contre-argument. Donc, si on donne les preuves, il faut toujours... parce que... celle qui vous fascine le plus, allez. Alors, celle qui me fascine le plus, c'est... déjà que Molière n'ait jamais écrit de pièce, en tout cas, jamais écrit de pièce en vers. Voilà, ouais. Il a écrit 2 micro-comédies qui sont pas terribles, enfin, faut le dire. Voilà, c'est très pipi caca, La jalousie du barbouillé, Le médecin volant. Il traverse la France d'un coup, de Lyon à Rouen, il s'installe près de chez Corneille, et 3 semaines après, il sort une pièce en 5 actes et en vers. Et on se dit, c'est quand même assez fou. Et il a 36 ans, voilà, il va pas à 17 ans prendre des cours de latin ou de rhétorique avec un grand maître pour 1 an plus tard sortir une pièce. Là, c'est 3 semaines après, boum, la grosse pièce sort. Ça, je trouve ça assez fascinant. Le fait que Corneille aille s'installer à Paris pile quand Molière il s'y installe également, alors que Corneille, je crois, à ce moment-là, à 56 ans, n'a jamais bougé de sa vie. Alors, le contre-argument, c'est oui, mais il répondait à l'invitation du duc de Guise. Voilà. Oui, mais le contre-argument, c'est l'invitation remontée à plusieurs années. Donc, pourquoi il accède pile maintenant quand Molière s'installe? Et en plus, il s'installe à 2 pas de Molière. Non, en fait, il ne s'installe pas vraiment à 2 pas de Molière parce que à l'époque, tout se faisait à pied, donc c'est quand même assez long. Tout se répond. Et puis fascinant... le fait que Louis XIV ne veuille plus revoir Molière à la cour une fois qu'il apprend qu'ils ont collaboré tous les deux sur Psyché, génial, et que Corneille quitte Paris juste après la mort de Molière. Bon, il y a pléthore d'arguments, il y en a plein. Mais il faut aller sur Internet. Mais... Voilà, évidemment. Au début, j'en avais mis beaucoup plus dans la pièce, mais qui sont très pointus, qui vont convoquer des personnages de l'histoire. Donc, il fallait reconvoquer plein de personnes qui existeraient sur scène pour... Il y avait 5 personnes sur scène qui se changent. En plus, vous changez. Ouais, il y a plus de 30 personnages. C'est déjà beaucoup. C'est énorme. C'est déjà beaucoup, ouais. Et non, voilà, ça, ce sont les preuves... principal, mais en fait, il y en a tellement, vraiment. J'ai appris un truc dans la pièce, pourtant je pensais connaître bien l'affaire, mais c'est vrai qu'on n'a aucun document signé de la main de Molière, on n'a aucun écrit de sa main, mais je ne savais pas qu'il n'y en avait aucun des autres non plus. Alors, justement, si, il y en a un peu des autres, très très peu, il y a quelques brouillons. Racine, il y a quand même quelques brouillons qui sont assez intéressants parce qu'ils sont... on voit vraiment toutes les ficelles, et on voit que c'est pas très bon, les premières ébauches sont pas excellentes. Alors que quand on lit les textes finis, extraordinaire. Corneille, pareil, il doit y avoir quelques lettres, mais globalement, la plupart en fait, des poètes de l'époque, on n'a rien. Parce que là, aujourd'hui, il reste Corneille, Molière, Racine, mais en fait, il y avait un monde. Voilà. On est bien d'accord. Ouais. Vous, votre avis Est-ce qu'à la limite, on s'en fiche pas un peu? Ouais. Parce que moi, Alexandre Dumas, qui reste mon écrivain préféré, certainement, avec Victor Hugo, c'est pas lui qui écrivait tout seul. C'est pas grave, ça reste Alexandre Dumas. Ouais, tout à fait. Non, mon avis, c'est que le Misanthrope, acte 1, scène 1, c'est toute la vie est dedans. Don Juan, c'est prodigieux. Les moments où ces pièces sont sorties, c'est époustouflant. Venir à ce moment-là contre des faux dévots, quand on remet bien dans le contexte, c'est ça, en fait, il faut vraiment remettre dans le contexte pour prendre la mesure de l'impact que pouvaient avoir ces pièces et ces textes. Ça, c'est absolument fascinant et merveilleux. Après, qui l'a fait, qui l'a porté. En tout cas, c'était au nom de Molière. Molière, on sait qu'il a existé. C'est lui qui a eu le courage de porter ça. Était-il l'auteur? Peu importe. En tout cas, ça me fait plaisir de me dire que la langue de Molière, quoi qu'il en soit, Molière était un comédien. Moi qui suis comédien, je suis très content de ça. Ouais. Et derrière, après, si Corneille a tout écrit...
bon, bah voilà, c'est un grand génie. De toute façon, quand on lit le Cid et d'autres, on sait que qu'il est bon. Là, du monstrueux. Voilà. Après, effectivement, peut-être que c'est pas le plus important. J'avais posé la question à Francis Huster à l'époque, lui qui était comédien aussi, qui est comédien et qui était aussi auteur et qui a monté des pièces. Je peux vous la poser pareil. Est-ce que c'est possible d'être auteur, d'être comédien en même temps, d'avoir une troupe, de gérer en même temps des tas de choses, comme l'aurait fait Molière? Aujourd'hui, c'est peut-être plus facile. Mais... Alors, en ce qui me concerne, je dirais oui, je pense. Ouais. Je pense qu'il existe des esprits brillantissimes qui sont capables de faire plein de choses. Je suis toujours ébloui par des gens autour de moi qui arrivent à mener de front. Rien que, je dirais, être mère, aujourd'hui, être maman, je pense spécifiquement à ma mère qui a élevé tout seul 4 enfants, qui bossait en même temps. C'est 2 jobs. Je me dis... Bon, oui, en fait. Les héros du quotidien. Non, mais clairement, des héros sans œuvre dont il ne reste pas forcément de traces à la fin, mais... Si, c'est vous. Ouais, exactement. Mais quand je vois la vie de certaines personnes qui se démènent pour faire tant de choses, etc., je me dis, bah oui, en fait, écrire, mettre en scène, etc., bon, une fois que la pièce elle est terminée, tandis que s'occuper d'un gosse, d'un vieillard, d'un machin, c'est jamais fini. On embrasse toute la maman, tiens, en passant. Ouais, clairement. Il y a un petit côté michalique. Il y a un clin d'œil alors, j'ai été, moi, clairement ébouriffé par Le Porteur d'Histoire il y a quelques années, en 2014, quand je l'avais vu, même si j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Et puis, la pièce, je l'ai quand même écrit vraiment après l'avoir vu, pour le coup. J'aime beaucoup son théâtre, clairement, j'aime beaucoup son théâtre. Cyrano. Cyrano Ouais, son Cyrano. Son Edmond, clairement, Edmond, c'est assez prodigieux. C'est génial. Il a compris, il a tout compris, quoi. Enfin, il a tout compris. En tout cas, il a compris beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ça, je suis d'accord. Il y a aussi, il n'y a pas que cette enquête, parce qu'il y a un moment de grande tendresse, de grande poésie dans la pièce, j'ai trouvé, au moment où votre personnage, avec, je sais plus... Avec Hélène, la traversée de Paris. Ouais, c'est ça. C'est très beau, très... C'était mon moment préféré. Alors, je suis assez... dans un premier temps, quand j'écris, je suis assez verbeux, et j'étire les scènes jusqu'à leur paroxysme. Donc, pour l'histoire, pour ceux qui nous écoutent, c'est un moment où le jeune Arthur, qui a 20 ans de moins que sa professeure, ça peut rappeler un petit peu la présidence, amène sa prof de français déambuler dans les rues de Paris pour, en gros, pour la séduire, en sachant qu'elle avait déjà écrit un ouvrage qui faisait le lien entre les rues de Paris et les poètes. Et au début, vraiment, j'avais pris toutes les rues qui menaient du point A jusqu'au point B, en regardant toute l'histoire littéraire à Paris, dans toutes les rues. Il y a eu quelqu'un, il y a eu quelque chose, donc ça, c'est assez génial. Et pas que littéraire, d'ailleurs. Tu as envie de citer tout ce qui s'est passé. Et heureusement qu'on n'a pas traversé tout Paris dans l'histoire, on traverse un petit tronçon. Voilà. Et au début, il y avait vraiment chaque virage, chaque machin, et la scène faisait 8 ou 9 pages. C'était un cargo au milieu de toute la pièce. Et il a fallu, évidemment, couper à gros tronçons pour aller à l'essentiel. Et j'ai été assez épaté de voir qu'en fait, au XIVe siècle, il y avait déjà quelqu'un qui avait fait ça. Mais pour le coup, je ne lui ai pas volé l'idée. Et il y a quelques rues qui sont encore les mêmes. Quelqu'un qui avait fait un poème en vers à travers toutes les rues de Paris. Je ne savais pas ça. Ouais. Personne ne le sait parce que les rues ne sont plus les mêmes, que le français ne s'écrit plus pareil. Mais ça avait déjà été fait. Vous êtes jeune, ce n'est pas votre première pièce? Et non, c'est la... C'est quoi cette vie extraordinaire? En fait, c'est que j'ai en vérité, je perds déjà tellement de temps. J'aurais pu en écrire plus, mais ma foi... Avec des one-man shows? Deux one-man, je sais pas comment on dit. deux one-man et 4 pièces de théâtre, qui n'ont pas eu le succès que je leur souhaitais, évidemment. J'ai écrit 2 pièces en alexandrin, donc c'est pas forcément ce que le monde attend en ce moment. On a eu la chance de pouvoir les jouer, notamment grâce à Christophe Ségura, le directeur de la Comédie Bastille. 2 pièces en vers, on était 12 sur scène, à jouer plus de 50 personnages, et c'était une ambition assez folle. D'ailleurs, la première pièce s'appelle L'ambition des damnés, la deuxième Astrid. Ça m'a pris 3-4 ans de vie. C'est Astrid qui est en vers. Les deux, Astrid et l'ambition des damnés, sont en alexandrin, ouais. Ça racontait l'histoire d'un monde imaginaire inspiré entre Le Seigneur des Anneaux, Racine, Shakespeare. J'avais envie d'avoir ce monde, moi qui me fascinait, héroïque, médiéval, fantasy, avec des combats, etc. Et en même temps la poésie qu'on trouve dans le théâtre français. J'avais très envie de ça.
Évidemment, pour aller rencontrer un public avec une pièce de quasiment 2 heures, des comédiens qu'on ne connaît pas, en vers. C'est très ambitieux. C'est très ambitieux. Mais bon, la pièce a été jouée plus de 40 fois. On a eu quand même des milliers de spectateurs et ça, c'est génial. J'avais écrit également un duo comique avec un ami, Martin Campestre, qu'on a joué. C'est comme ça que ma carrière a débuté d'ailleurs. Qu'on a joué au Festival d'Avignon. On avait été produit sur Paris. Et puis un premier one-man, le récit poétique mais pas chiant d'un amour en voyage. Et ce deuxième one-man, L'Impatient, qui tourne un peu partout en France et encore sur Paris. Je vais refaire Avignon avec celui-ci. Donc chouette. Et j'aimerais beaucoup écrire une pièce sur Marie Marvin, qui est... Ah, mais c'est vrai. C'est vrai, vous connaissez? Mais bien sûr, personne génial. n'entend jamais. Alors, elle a 2-3 stades en France. Bah c'est ouais. la femme la plus extraordinairement titrée de toute l'histoire. Et qui est tombée dans un oubli. Mais oui, complètement. Ah, bah, formidable. Qui a fini sa vie dans l'Est. À Nancy, Paris, exactement. Tout à fait. Nancy-Paris à vélo. À vélo, et tout à fait. Qui s'est fait voler son vélo. Exactement. Qui était obligé d'aller dans des réceptions à Nancy de la ville. Exactement, pour bouffer. Ouais, tout à fait. Ah, bah voilà. Ça fait plaisir de. Faut qu'on se revoie. Ah, bah, clairement. Non, mais. Ça, je vais vous recevoir. Ah bah super, ouais. Et je me dis, mais qui va aller voir ça si personne ne la connaît aujourd'hui? Ça m'attriste vraiment. Il y a, déjà qu'elle est si extraordinaire, elle est tombée complètement dans l'oubli. Je me dis, c'est une des premières femmes pilotes d'hélicoptère. Tout à fait, d'avion sur le front en 1914. Alors ça, c'est remis en question, voilà, exactement. Vous voyez Clémenceau. Ouais, exactement, tout à fait, exactement. Mais fabuleuse, extraordinaire. Championne de ski, championne de tir. Bah voilà. Pendant les Jeux Olympiques, quand j'ai vu qu'il y avait 10 statues de femmes qui sortaient de l'eau, je me dis, elle va forcément en être. Non, elle est au bataillon. Purée. Alors qu'on ressuscite des femmes du XVIIe siècle qu'on connaît à peine. Je pense à Olympe de Gouges. Donc, on a quand même très peu d'informations. C'est clair. Et on les ressort, on en fait des icônes. Et Marie Marvin, et pourquoi? Enfin, vraiment, on va se faire des potes avec les féministes. Non, mais Marie Marvin est une femme, sûr, et une femme extraordinaire. Sur Olympe de Gouges, mon Dieu. Ouais, mais on est un peu hystérique. Mais bon, pas grand chose de Olympe de Gouges. Et pour ceux qui seraient pas d'accord avec ça, allez creuser un petit peu les informations qu'on a. Bien sûr. Ouais. Ah, mais c'est génial. Moi, j'avais proposé un bouquin justement sur Marie Marvin. Ah ouais. Il n'y aurait pas d'éditeur qui m'a dit non. Ça va intéresser personne. Non. Mais il y en a très peu. Il y en a très peu des bouquins sur Marie Marvin. Il y en a 3, je crois. Il fallait aller aux archives, c'était du boulot. Donc, ouais, c'est fou. Bah, c'est génial. Donc, du coup, on va se revoir. Bah, carrément, ouais. C'est si facile que ça d'écrire une pièce et de la proposer au théâtre. C'est d'accord que c'est dur. C'est extrêmement dur. Probablement pas pour tout le monde. En ce qui me concerne, c'est dur. Je trouve ça extrêmement dur. Parce que je suis beaucoup plus habitué maintenant à faire des formats courts pour Instagram, TikTok, etc. Même si c'est toujours très écrit, on a un retour quasiment immédiat. Oui. Une pièce, c'est des semaines de recherche, des mois de travail, et après des lectures devant des productions, pas savoir si ça va se faire. C'est une tannée. Et de l'audio, une pièce audio, vous n'avez jamais pensé à... Non, ça m'intéresse pas trop. Vous avez besoin de la scène, ouais, clairement. C'est l'image, en fait. Je trouve ça hyper intéressant de sentir le public qui respire, d'avoir les rires dans toutes les pièces que j'ai faites, même si ça restait souvent des sujets sérieux. Il y a des moments un peu plus drôles et c'est le moment où on va prendre la température, où on sent le public vivre, et ça j'en ai besoin. Ouais. J'adore. Il faut y aller, il faut aller voir. Alors, c'est à Paris pour l'instant, ça va peut-être tourner cette pièce. L'affaire Corneille-Molière, Marc Tourneboeuf. Vous êtes formidable. Oh bah merci beaucoup. Vraiment, la pièce est très sympa. Et même quand on connaît le sujet, on la trouve très sympa. J'aimerais bien avoir le retour du public pour savoir ce qu'ils en pensent. Ah ouais, Ils vous disent des fois, j'ai découvert, j'ai compris. Ah ouais, bien sûr. Il y en a qui demandent ce qui est vrai, il y en a qui disent mais en fait c'est complètement faux tout ça. Et puis d'autres qui, pour le coup, connaissent bien l'affaire. Et j'ai eu Hippolyte Wouters qui est venu voir, exactement. C'est lui qui avait relancé l'affaire, justement. Exactement, tout à fait. Et qui a beaucoup aimé, donc ça fait très plaisir. Ça, c'est bien. Et Franck Ferrand, il n'y est pas allé? Non, on n'a pas eu Franck Ferrand. Lui dise. Bah ouais, clairement, ouais. Bon, très bien. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Fabuleux. Vous êtes chez vous maintenant, donc génial. Marie Marvin. Ah bah super. Écoutez, je vais m'y mettre. Génial. Merci beaucoup, Marc. Merci à vous. Merci.